À tous les remerciements qui ont été faits au comité d'organisation pour ces 2 magnifiques journées. Merci Chantal, merci Florian, merci Sophie de nous avoir tous rassemblés ici à Bordeaux. Donc moi, ma mission est de présenter les 2 orateurs de cet après-midi. J'avais prévu de dire qu'ils allaient mettre le feu, mais vu l'actualité, je trouve que c'est plutôt de mauvais goût, donc je le dirai pas. Donc la première, alors c'est facile pour moi de les présenter parce que c'est un peu la famille. La première oratrice qui nous a rejoint récemment, la petite dernière, Manon Leloup, qui est doctorante en première année de sociologie et qui va vous parler d'EMA, une application qui a pris naissance à Montpellier, et elle va nous parler d'une étude qualitative sur ce sujet. Et ensuite, nous enchaînerons avec mon petit frère de la psychiatrie, le docteur Charles-Édouard Notre-Dame, qui est maître de conférences universitaire pédopsychiatre au CHU de Lille et qui est sur de nombreux sujets sur la prévention du suicide, co-chef du 3114. Il va vous parler tout à l'heure d'Hélios. J'en dis pas plus parce qu'il vous présentera ce programme de recherche. Il est aussi secrétaire du GEPS. Et puis j'en oublie probablement plein d'autres. À toi, Manon. Je suis ravie d'être là et je tiens à remercier les organisateurs et organisatrices de ce congrès. J'ai passé une super journée hier et je suis très contente de vous présenter donc une étude qualitative menée conjointement avec la docteure Margot Morgiev, sociologue et chercheuse en santé mentale. On a l'impression de ne pas être seul lorsque des individus à haut risque suicidaire rencontrent EMA, une app d'évaluation et de prévention du suicide. On commence avec un petit peu d'épidémiologie. En France, on compte environ 1 suicide toutes les heures et 1 tentative de suicide toutes les 4 minutes. On compte donc chaque année environ 9 000, 10 000 personnes qui mettent fin à leur jour. Si un grand nombre de facteurs impliqués dans la crise suicidaire sont identifiés, à ce jour, un défi majeur réside autour des pensées suicidaires. Traditionnellement évaluées lors de consultations espacées de plusieurs semaines, voire même de plusieurs mois, ces idées peuvent toutefois fluctuer en quelques heures et conduire donc à des tentatives de suicide. Les outils contemporains semblent donc insuffisants pour évaluer ces idées, et donc ils le sont également pour prédire le risque de suicide, comme le montre cette méta-analyse qui concluait que, après 50 ans de recherche, la prédiction restait à peine meilleure que le hasard. C'est dans ce contexte que la Fondation Fondamentale a créé la chaire de prévention du suicide, alors confiée au professeur Courtet du CHU de Montpellier. Et partant de là, une équipe de cliniciens-chercheurs, toujours sous la direction du professeur Courtet, a émis l'hypothèse qu'un outil digital, un outil numérique, pouvait apporter d'une part des connaissances sur la dynamique des idées suicidaires à la communauté scientifique, et d'autre part, que cet outil numérique digital pouvait apporter un soutien quotidien aux individus concernés, en l'occurrence aux patients. Ils ont alors co-conçu EMA pour Ecological Mental Momentary Assessment, donc en français, voilà, c'est les effets du direct. Non, donc c'est une évaluation mentale momentanée écologique qui est censé évaluer, prévenir et prédire le suicide. Donc, comme je le disais, cette application a été co-conçue et la méthodologie de co-conception a consisté à inclure 6 personnes à haut risque suicidaire comme co-chercheurs pour imaginer et développer l'application EMA. EMA, c'est tout d'abord un essai clinique. Donc cet essai clinique a été mené en recrutant 100 participants dans 4 CHU différents, les CHU de Brest, Lille, Créteil et Montpellier. Et cet essai clinique a consisté à demander à ces 100 participants d'utiliser EMA pendant 6 mois, avec un double objectif. D'une part, il s'agissait de collecter les données nécessaires pour développer un algorithme capable de prédire et d'évaluer le risque d'un événement suicidaire. Et d'autre part, il s'agissait d'évaluer la facilité d'utilisation et l'acceptabilité de l'application par les individus à haut risque suicidaire. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette application EMA ? Eh bien, elle est dotée d'une double méthodologie, avec d'une part les EMA pour Ecological Momentary Assessment, évaluation momentanée écologique. C'est tout simplement la collecte répétée de données in vivo et in situ sur les comportements des individus à haut risque suicidaire. Alors, cette évaluation, elle consistait donc à collecter des données sur les pensées suicidaires des participants,
mais également pour évaluer leurs émotions, leurs comportements, leurs pensées au sens plus général du terme, ou encore leurs habitudes. Et donc concrètement, comment les individus étaient évalués grâce à cette méthodologie des EMA? Eh bien, en fait, ils recevaient une notification sur l'application pour compléter ces EMA et donc s'évaluer, ou alors ils pouvaient le faire spontanément. Ce type d'évaluation peut sembler évident, mais en fait très rare. Et on a Norbert Elias, donc un sociologue, qui écrivait à ce titre « Leur préoccupation, compréhensible pour le patient individuel, qu'il ne rencontre que très rarement, voire jamais dans son cadre social habituel, les conduit à interpréter ce qu'ils observent comme des symptômes ou des mécanismes qui se produisent au sein d'un seul organisme. » Donc là, on voit que Norbert Elias parlait bien des psychiatres et de la façon dont ils pouvaient évaluer les individus. Et donc EMA, c'est une double méthodologie, comme je le disais, avec maintenant les EMI, pour Ecological Momentary Intervention, donc un processus d'intervention, avec l'idée d'intervenir au bon moment, d'apporter la bonne aide au bon moment aux individus concernés via le module d'intervention de l'application. Pour vous expliquer plus concrètement, au cours du processus de co-conception de l'application, l'équipe pluridisciplinaire, donc les cliniciens-chercheurs notamment, et les individus à haut risque suicidaire, ont défini des seuils de réponse à certaines questions donc, dans les EMA, qui vont venir automatiquement déclencher la proposition de différents modules d'intervention. Par exemple, si l'individu à haut risque suicidaire évaluait la sévérité de ses ruminations à 5 sur 10, alors automatiquement, l'application proposait de faire un exercice de respiration, d'écouter de la musique, de regarder des photos en fonction de ce que l'individu avait choisi dans ces moments. A contrario, si l'individu indiquait un désir de mourir à 5 sur 10, automatiquement, un module de crise apparaissait sur l'application, proposant à l'individu de contacter le service d'urgence psychiatrique, le service national d'urgence ou un proche que l'individu avait renseigné sur l'application. Donc, dans cet essai clinique, il y a aujourd'hui 2 articles qui ont été publiés en 2020 et tout récemment en 2022. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est donc une étude qualitative avec donc la méthode que je vais vous décrire sur les 100 participants inclus dans l'essai clinique. On a inclus 14 participants qui ont donc accepté de participer à des entretiens semi-directifs. Alors, un entretien semi-directif, c'est avec un guide d'entretien qui vient questionner des thématiques. La durée moyenne de ces entretiens donc, est de 41 minutes. Ces entretiens ont évidemment été enregistrés et retranscrits avec l'accord des participants. Et ces entretiens nous ont donc permis d'avoir accès aux expériences singulières des individus à haut risque suicidaire avec l'application EMA. On a évidemment changé tout élément historiographique qui permettrait de reconnaître ces participants. Et donc, je vais essayer de vous raconter un petit peu les ressentis de tous ces individus à haut risque suicidaire avec leur application. Et un tout petit truc sociologique avant de démarrer pour les résultats. Donc, on s'éloigne du paradigme traditionnel et de la relation duale entre le patient et le psychiatre. On s'inscrit donc avec cet outil digital dans un assemblage sociotechnique, puisque pour concevoir l'application, donc on a des acteurs sociaux, les cliniciens-chercheurs, les individus à haut risque suicidaire, l'attaché de recherche clinique, les développeurs informatiques, donc ça ce sont des acteurs sociaux. Et de l'autre côté, on a des acteurs techniques ou technologiques, avec donc l'application smartphone EMA, mais aussi le serveur qui permet d'héberger les données sécurisées. Et donc, cette notion d'assemblage sociotechnique, c'est tout simplement pour dire qu'on considère ces acteurs sociaux et techniques au sein d'un seul et même réseau, qu'ils ont donc la même place au sein de ce réseau. Alors, les questions de recherche, j'ai dû énormément les simplifier et les raccourcir pour cette présentation. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose de questionner, c'est plutôt dans quelle mesure les individus à haut risque suicidaire ont-ils fait usage d'EMA, autrement dit, quelles ont été les utilisations qui ont été faites de l'application, et aussi quels processus ont été engendrés par ces utilisations de l'application chez les individus à haut risque suicidaire. L'analyse a donc fait émerger 4 dimensions. La première dimension est l'intégration d'EMA dans le cadre social des participants. La deuxième dimension est autour de la co-construction de savoir. La troisième dimension aborde les nouvelles expériences et pratiques qui ont été engendrées par l'interaction avec EMA. Et enfin, la redécouverte de liens sociaux. Alors,
La première rencontre entre les individus à haut risque suicidaire et l'application Emma a eu lieu dans une salle d'urgence psychiatrique alors qu'ils y étaient hospitalisés, alors qu'ils venaient d'être hospitalisés. Et donc l'application leur a été proposée non pas comme faisant partie des soins courants, comme un protocole de soins courants, mais plutôt comme un protocole de recherche dans lequel ils pouvaient choisir de s'engager ou non. Et à partir de là, on a déjà identifié 3 formes d'engagement qui sont ressorties donc dans les entretiens, avec d'une part un engagement pour eux-mêmes, pour les individus eux-mêmes, comme une aide supplémentaire aux outils classiques dont ils disposent déjà. Matteo disait en ce sens « J'ai eu beaucoup de mal à demander de l'aide. Quand Emma m'a été proposée, elle pouvait suppléer à ce manque de demande d'aide. » Un autre engagement était l'engagement pour aider les autres. C'est Louise qui nous donnait à voir cet engagement. Je me suis dit « Tu vois, ta vie peut servir à d'autres personnes qui ont aussi vécu des crises suicidaires. Si ça peut être utile à d'autres personnes. » Et enfin, une dernière forme d'engagement, et celle qui a été le plus retrouvée et identifiée dans les entretiens, c'est-à-dire par plus de la moitié des participants, c'est un engagement pour la recherche, avec Sarah qui nous disait « Mon idée était vraiment d'aider la recherche ». Enfin, une autre motivation pour laquelle les participants ont accepté de s'engager dans ce protocole, c'est la curiosité, avec ce verbatim de Lola que j'apprécie tout particulièrement, qui nous disait « J'étais d'abord curieuse de l'app. On m'a dit que c'était l'app qui prévient les suicides. Je me suis dit « Ok, je n'en ai jamais entendu parler. Pourquoi pas ?» J'étais curieuse de savoir comment ça marche. Alors voilà, une fois leur accord donné pour entrer dans le protocole, les individus à haut risque suicidaire obtenaient un rendez-vous auprès d'un professionnel de santé pour installer l'application et voir comment on pouvait l'utiliser. À ce stade-là, on a 2 types d'apprivoisement de l'app qui ont été analysés et qui sont ressortis des entretiens, avec d'une part Matteo, qui était très à l'écoute. Il nous disait « On m'a montré comment fonctionnait l'application. On m'a aidé à choisir les personnes en qui je pouvais avoir confiance et à tout saisir. » En revanche, Valentine a indiqué avoir refusé l'aide proposée pour paramétrer l'application. Elle disait « Je préfère bidouiller l'appli, vraiment chercher, comprendre, me familiariser avec, que ce ne soit pas juste studieux. » Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les technologies, en l'occurrence l'application Emma, a été apprivoisée et bricolée de façon singulière selon les participants et selon leurs besoins, leurs attentes ou leurs aspirations. Et ce rendez-vous, au-delà de la simple utilisation et téléchargement de l'application, visait à personnaliser l'application. Et on proposait donc aux individus à haut risque suicidaire d'ajouter 5 proches à contacter en cas d'urgence. Et donc à ce stade, certains individus ont pu constater qu'ils étaient inscrits dans un réseau social de soutien. Et Jacqueline nous disait à ce propos « Juste en mettant les contacts, je me suis rendu compte que je voulais en mettre 6. Je me suis rendu compte que j'étais entourée. » Donc cette personnalisation de l'outil, elle semble avoir agi précocement et concrètement sur les individus à haut risque suicidaire avant même leur sortie de l'hôpital, qui va se dérouler donc avec Emma dans leur poche. Et donc cette sortie d'hospitalisation, c'est un moment critique avec ce court passage d'un article scientifique de Olfson qui disait « The period immediately after psychiatric hospital discharge poses an exceptionally high risk for suicide ». Donc voilà, c'est un moment critique tant sur le plan clinique que sur le plan social, avec différentes références qui sont notées en bas à gauche. Donc voilà. Quand ils sont sortis d'hospitalisation, les individus à haut risque suicidaire étaient plutôt rassurés d'avoir Emma à portée de main, ou plutôt directement dans leur poche. Et Blandine disait à ce sujet « Quand je suis sortie avec ça, tout de suite, j'ai pris conscience que je n'étais plus toute seule et qu'on m'aidait. » De l'autre côté, on avait Louise qui nous disait « Je me suis sentie un peu rassurée. C'était comme si, à travers l'application, je ramenais un peu de l'hôpital à la maison. » Donc si l'on résume, pour Blandine, la nature de l'aide reste abstraite. Elle sait qu'elle sort avec ça. Elle dit « quand je suis sortie avec ça ». Et à la fin, elle dit « et qu'on m'aidait ». On ne sait pas vraiment à qui se réfère le « on ». Et pour Louise, il y a un brouillage des frontières entre l'hôpital comme lieu externe de soins et le fait de ramener cette application dans son intimité, dans son espace social privé. Et donc, pour comprendre davantage quelle a été l'utilisation à la suite de cette sortie d'hospitalisation de l'application, on avait demandé aux patients lors des entretiens
de dessiner leur courbe d'utilisation de l'application. Alors là, on a pris l'exemple de 4 participants qui sont Blandine, Victor, Astrid et Ludivine. Donc en bleu, on ne voit pas la souris, bon, c'est pas grave. En bleu, donc c'est le trait pour signifier quand est-ce que l'application a été utilisée. Et en croix, ce sont les moments d'idéation suicidaire intense. Et donc, si on regarde, Blandine, elle a utilisé l'application de façon intense pendant 1 mois. Et puis après, son utilisation a baissé. Victor, c'est pareil, c'est décroissant. Il a utilisé beaucoup le premier mois, puis ça n'a fait que baisser. Astrid a utilisé l'application de la même façon pendant 1 mois, puis ça a ensuite baissé. Et Ludivine, qui a utilisé l'application pendant 3 mois, et ça a ensuite baissé. Donc ces graphiques montrent très clairement une utilisation prédominante d'EMA dans les 2 premiers mois, en moyenne sur les 6 mois du protocole de recherche. Mais c'est loin d'être une exception, parce qu'en fait, ce phénomène a été théorisé comme la loi de l'attrition. Donc ça a été théorisé par Eisenbach, il y a en 2005 déjà. Et Eisenbach nous dit que cette diminution rapide et drastique constitue une des caractéristiques fondamentales et un des défis méthodologiques de l'évaluation des applications de santé. Ok, mais donc on ne comprend toujours pas pourquoi cette application n'a pas été utilisée au-delà de 2 mois, voire 3 mois pour certains participants. Et donc si on se tourne vers le discours de nos participants, on se rend compte que, donc Blandine nous disait, au fil des semaines, on y va de moins en moins. On n'en ressent plus le besoin à un moment donné. Et Ludivine ajoutait, au fur et à mesure que mon état s'est amélioré, je n'ai plus vraiment eu besoin de cette application. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'EMA n'a donc naturellement plus été utilisée par les individus à haut risque suicidaire, car ils ne la jugeaient plus utile, leurs conditions s'amélioraient. Si on se tourne maintenant vers les usages plus spécifiques qui ont été faits de l'application, pour certains participants, il s'agit d'un outil à utiliser en cas de détresse. Donc pour 6 participants plus précisément, Lola nous disait « Je sais qu'elle est là, et si quelque chose m'arrive, ce sera la première chose que je ferai, c'est d'aller sur l'application et de contacter les urgences. » On a aussi Noémie qui nous disait que Emma était son outil en cas de problème. Et donc, en définissant l'application de cette façon, c'est un engagement relationnel qui a été engendré, qui s'est façonné entre le participant, l'individu à haut risque suicidaire, et son application. Cependant, Emma n'était pas considérée comme un outil à utiliser en cas de problème pour tous, donc pour 5 participants précisément, avec Chloé qui nous disait « Je l'ai utilisé ces derniers jours parce que je n'avais pas d'idée noire ». Bénédicte qui rajoutait « Quand tu vas bien, tu y penses, tu remplis les questionnaires. Mais quand tu ne vas pas bien, la première chose que tu fais, c'est de ne pas jouer avec ton smartphone. » Et donc ici, on a appelé ça un usage détourné de l'application, puisque l'objectif de l'application est donc de prévenir, d'évaluer le suicide. Et donc là, si les participants n'utilisent pas l'application alors même qu'ils ont des idées noires ou qu'ils sont en crise suicidaire, il y a quelque chose qui est à revoir. Mais aussi la complétion des EMA, donc comme je vous disais en introduction, les questionnaires pour évaluer les pensées suicidaires, mais aussi les habitudes, les comportements des individus à haut risque suicidaire, a résulté en un habitus. Alors je pense que vous connaissez tous l'habitus, qui est une notion développée par Pierre Bourdieu. Et donc rapidement pour vous expliquer, l'habitus, c'est quoi ? C'est un ensemble de dispositions qu'ont intériorisé les individus et qui a engendré des pratiques. En gros, l'habitus est formé selon les prédispositions de l'individu, qui va ensuite se socialiser. Et le résultat de ces prédispositions et de la socialisation, c'est que ça va être possible pour les individus d'engendrer de nouvelles pratiques. Alors, pour que ce soit beaucoup plus clair et avec EMA, donc c'est l'habitus de complétion des EMA, qui s'est formé selon les contraintes, les attentes, les aspirations des individus à haut risque suicidaire par rapport à leur application. Les individus se sont ensuite socialisés avec leur application selon un bricolage singulier. Et ce qui en a résulté, c'est que les participants au risque suicidaire ont finalement incorporé les schémas d'action d'EMA, notamment soumis à toutes les notifications des EMA. Ils ont pris pour habitude de compléter les EMA. Et j'espère que c'était clair.
En bref, pour cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un façonnement d'un engagement relationnel, mutuel, qui s'est fait avec l'application et à travers un bricolage singulier, c'est-à-dire que pour les 14 participants, ce bricolage a été complètement différent selon ce qu'ils attendaient ou non de l'application. Voilà. Si on passe à la deuxième partie sur la co-construction de savoir. Alors, la complétion des EMA et finalement l'auto-observation in vivo qu'elle permet est un processus d'acquisition de données et de savoir tant pour Emma que pour les participants. En effet, du côté de l'application, cela implique qu'elle puisse évaluer au mieux leur état et donc orienter les participants vers l'aide la plus appropriée. Mais si Emma est censée faire ça, les participants doivent également compléter les EMA, donc générer des données. Et à ce titre, Lola nous disait « Au tout début, j'ai eu l'impression que c'était comme si vous ne vouliez pas répondre, puis que cela vous obligeait à répondre. » C'était donc pas si facile de compléter les EMA et de générer des données, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Alors ici, donc vous avez l'individu à haut risque suicidaire et vous avez l'outil digital, donc Emma. L'individu va produire de façon incarnée et de façon située des données personnelles et du savoir en complétant les EMA. Et ensuite, ce que va faire l'application, c'est qu'elle va refléter et produire ces mêmes données et ce même savoir qui a été intégré par le participant. Mais comme elle le reflète, elle va le refléter d'une autre façon et on va y revenir juste après. Et donc, comment se passait finalement ce processus d'acquisition de données et de savoir, donc ce que je viens juste d'expliquer? Eh bien, il s'avère que les individus donnent du sens aux chiffres. Donc, compléter les EMA, c'est compléter par des chiffres, évaluer ses idées suicidaires à tel moment ou évaluer sa qualité du sommeil à tel autre moment. Et donc, les individus donnent du sens à ces chiffres. Et en ce sens, les individus développeraient une certaine réflexivité sur eux-mêmes par la complétion des EMA. L'utilisation de l'outil numérique semble donc avoir permis aux individus de percevoir la charpente habituellement invisible de leurs pensées et de leur comportement. Et à ce propos, Louise commentait « J'ai pris conscience de la gravité de mon isolement. Je me suis dit, c'est moi qui ai écrit ça ?» Et donc, si l'outil numérique intègre et reflète les pensées des participants, il semble faire quelque chose de plus. Comme l'a fait valoir, je suis désolée pour les noms que je vais écorcher, Doschul. Bon, voilà. L'app semble combler les angles morts des expériences des participants et complète leur vision myope de leurs expériences en temps réel. Et cela induit donc une nouvelle perspective de ce qu'on appelle à la quatrième personne, c'est-à-dire que ce n'est plus tout simplement l'individu lui-même qui sait comment il va. En fait, il va le refléter par l'application. L'application va traiter les données et le refléter d'une autre façon, et ça va ensuite revenir à l'individu. Et donc, ça fait, si vous comptez bien, ça fait 4 processus, donc une perspective à la quatrième personne. Voilà. Et donc, les individus semblent se redécouvrir à travers cette nouvelle perspective à la quatrième personne. Et Jacqueline évoquait en ce sens l'utilité qu'elle percevait à revenir à un prisme extérieur pour se penser. Elle disait « Si c'est moi qui pose les questions et qui réponds, c'est mon point de vue. Donc, ça ne va pas m'aider. » En bref, pour cette partie de co-construction de savoir, les individus sont finalement encouragés à s'inscrire dans un circuit continu de production de données et de savoir. Et une nouvelle fois, c'est un processus qui est singulier, puisque tout dépend de si les participants ont complété ou pas les EMA. On y reviendra tout à l'heure. C'est un processus dynamique et mutuel, puisque c'est en totale interaction avec l'application. Si on aborde maintenant la question, plutôt la dimension des nouvelles expériences et des pratiques qui ont été engendrées et éprouvées par les participants, eh bien, l'utilisation d'EMA semble avoir généré de nouveaux modes de vie chez les individus à haut risque suicidaire. Donc, on l'a vu, les individus sont engagés dans un processus de réflexivité sur leur mode de vie grâce à la complétion des EMA. Et donc, à ce propos, on a un auteur, Bennett, qui en 2004 nous disait que cette réflexivité était susceptible de prendre vie
Alors, prendre vie, cette notion est appelée le seeing power, ou le pouvoir des choses en français. Et le seeing power, vous allez tout de suite comprendre ce à quoi je fais référence, ça se traduit par des capacités agentielles, de la vitalité et des affects qui ont été éprouvés en interaction avec l'application. Alors, les capacités agentielles, c'est en gros le résultat d'une interaction entre l'individu et son application qui va inciter l'individu à modifier ses comportements. Noémie illustre très bien les capacités agentielles. Donc, elle était en train de compléter les EMA et elle disait l'EMA m'a permis d'agir différemment, de me rendre compte. Donc là, elle est dans le processus de réflexivité. Je dormais beaucoup. J'ai réalisé que ce n'était pas une vie de dormir beaucoup, qu'on ne pouvait pas passer tout son temps à dormir. Toujours dans le processus de réflexivité. Et elle termine. Donc, ça m'a poussé à faire des choses dans ma journée, à m'occuper autrement, à avoir envie de faire des choses. Voilà. Donc, Noémie, par son discours, elle est dans une position existentielle au sens où Dehaene l'entend, c'est-à-dire une relation évaluative de l'individu à son monde et à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas simplement expérimenté le fait de dormir beaucoup, elle était consciente de son taux de sommeil qui était trop élevé selon elle, et elle a fait en sorte de trouver d'autres activités pour changer son être au monde et sa façon d'habiter le monde. Très bien, merci. Mais alors, les capacités agentielles, c'est quelque chose qui est très ponctuel, ça ne s'inscrit pas dans le temps long. Et donc, à ce propos, on a la notion de vitalité, toujours dans cette idée que la réflexivité prend vie. La vitalité, c'est tout simplement une force relationnelle qui est générée entre l'individu au risque suicidaire et son application. Et Louise nous disait « Emma m'a aidé à prendre soin de moi », c'est-à-dire que je pensais, plus ou moins consciemment, qu'elle m'aidait à prendre soin de moi en permanence. Et donc, avec cette notion de vitalité, les individus à haut risque suicidaire pouvaient, sur le long terme, adopter de nouveaux comportements en accord avec ce qu'ils entendaient être le meilleur pour eux. Et enfin, un passage que j'aime beaucoup, il y a évidemment des affects qui ont été ressentis entre l'individu à haut risque suicidaire et leur application, des affects négatifs. L'expérience n'a pas toujours été extra pour tout le monde. Victor nous disait, en complétant les EMA, c'était des questions sur mon état d'esprit. Ça apportait plus un point négatif, ça tournait beaucoup autour de mon sentiment, de mon bien-être, et comme je n'étais pas bien, ça m'agaçait. Ou encore Valentine qui nous disait, Emma est un peu insistante. Des affects positifs ont été éprouvés entre l'application et l'individu, avec Blandine qui nous disait, c'était vraiment mon petit réconfort, ma bouée de sauvetage. Et enfin, des affects ambivalents, avec Astrid qui nous disait « Même si j'étais prête à faire la recherche, je n'avais pas vraiment envie d'exposer mes affaires en sachant qu'elles pouvaient être collectées. » Du coup, on va passer ça. Voilà. Et donc, la dernière dimension abordée, c'est la redécouverte de liens sociaux, avec la notion de connectedness dont on a parlé hier notamment. La connectedness, un petit rappel, donc c'est le sentiment subjectif d'être relié à quelqu'un ou quelque chose et le fait objectif d'être relié. Et bien cette connectedness, elle a été ressentie dans ces interactions individu-app, notamment avec Emma, avec les proches et avec le système de soins. Cette connectedness ressentie avec Emma a vite résulté en une personnification de l'application, avec Juliette qui nous disait « Il y a quelqu'un avec moi, je ne suis pas seule, je peux parler à quelqu'un ». Et ce quelqu'un, pour Louise par exemple, il a été personnifié comme étant un soignant, un personnel de santé. C'est un peu comme un psychologue virtuel, elle nous disait. La connectedness a été ressentie avec les proches, comme nous le disait Louise. J'ai appelé un des numéros que j'avais dans mon répertoire et finalement, après, la crise est passée. J'ai réussi à reprendre contact avec ma famille. Et enfin, une connectedness qui s'est ressentie avec le système de soins. Alors avec Bardam qui nous proposait un système en simple boucle, c'est-à-dire qu'avant on avait juste l'application et le patient, donc en simple boucle, avec l'autogestion par le patient de son état de santé. Ensuite, Bardam a théorisé un système double boucle, c'est-à-dire en incluant l'individu, son application et les professionnels de santé. Et avec Emma, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une triple boucle, puisque l'application a été conçue de façon à ce que l'individu suicidaire puisse être relié à l'application,
aux soignants, en pouvant appeler les institutions, enfin, le service d'urgence psychiatrique, et enfin le système de soins. Et donc là, on passe d'un modèle réactif à un modèle proactif avec le module d'intervention dont je parlais en introduction. Et je fais très vite. Et donc cette connectedness, comme je le disais au début, c'est une dimension objective, avec Mathéo qui nous disait on m'a suggéré plusieurs fois d'appeler l'hôpital, et je pense que sans l'application, je n'y serais pas forcément allée à ce moment-là. Et enfin Blandine, qui illustrait cette dimension subjective de la connectedness, qui nous disait « On ne quitte pas l'hôpital sans rien. Nous étions encore un peu liés à l'hôpital. On ne nous a pas laissés dans la nature, sans personne. » En bref, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est qu'avec l'application, les individus à haut risque suicidaire ont éprouvé une densification des liens sociaux et la qualité de ces liens sociaux. Pour certains, ils ont pu reprendre contact avec leur famille, leurs proches ou le système de soins. Et pour conclure très rapidement, il serait intéressant donc de développer l'application en dehors d'un essai clinique, puisqu'on l'a vu, l'application a été arrêtée d'être utilisée au bout de 2 à 3 mois en moyenne, alors même qu'il s'était engagé dans un protocole, donc il y a la notion d'engagement. Et évidemment, j'espère que ça vous a intéressé, notamment les recherches qualitatives sont fondamentales pour coupler les essais cliniques quantitatifs aux recherches qualitatives. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Je vous propose de venir nous rejoindre pour une ou deux questions. Bon, on a commencé un petit peu en retard, mais pour respecter le temps qui nous est imparti, on a un peu de temps pour justement une ou deux questions. Si dans l'auditoire, il y avait des choses... C'est toujours la première question un peu difficile. Alors, peut-être juste pour commencer, bon, encore une fois, bon, j'ai été très impressionné par cette étude qualitative qui insiste finalement sur, je pense aussi sur deux aspects dans l'acceptation de ce type d'outil, qui est la notion de l'utilité perçue par les utilisateurs, par les patients, les suicidants, mais aussi la simplicité. Alors, j'imagine que l'application est assez simple à utiliser. Il n'y a pas eu de questions par rapport à ça. Enfin, non, alors dans le temps imparti, j'aurais bien aimé vous présenter l'application, voir un peu comment elle fonctionnait, l'interface. Mais c'était une application très simple. Voilà, vous ouvrez l'application Emma, puis vous aviez une page avec un module de crise, une page avec le contact des proches à appeler en crise suicidaire. Et vous aviez des modules type exercice de respiration, le module musique, le module photo. Donc voilà, c'était très simple d'utilisation. Et en tout cas, de ce que nous ont rapporté les participants, il n'y a pas eu de soucis ou de bugs techniques qui sont apparus pour l'utilisation de l'application. Très bien. Jean-Luc Chavagnat, je voulais vous demander si justement le fait que ça ne dure que 2 ou 3 mois, c'était pas la fin de la crise suicidaire et qu'après on est un peu différent. Ça ne veut pas dire qu'on va bien, mais on est différent. C'est la première question. Et la deuxième question, pour faire court aussi, est-ce que finalement ce type de moyens, c'est pas mettre en place quelque chose qui s'appellerait un mois auxiliaire? Merci. On ne peut pas faire plus court. Ouais. Merci pour les deux questions. Donc pour la première, en effet, la fin de l'utilisation après 2-3 mois, c'est que donc, leur état s'améliorait, donc c'est bon signe, qu'ils n'avaient donc plus besoin de l'application. Après, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée sur les conditions, après s'ils avaient refait des tentatives de suicide ou pas après la non-utilisation de l'application. Et pour la seconde question, c'est un aspect philosophique, je pense. J'ai aucune compétence en philosophie, mais c'est vrai que c'est très intéressant, c'est à réfléchir. Et on voulait faire ressortir dans cet article qualitatif, ce que je n'ai pas pu développer ici, la question du changement d'être au monde. Et je pense, si vous vous rappelez de Noémie qui se rendait compte qu'elle dormait beaucoup et qu'elle avait trouvé de nouvelles activités à faire, ça pouvait questionner son être au monde, puisque finalement elle trouvait de nouvelles activités et elle changeait sa façon de vivre, de penser. Donc voilà, ça pourrait questionner cette question d'un autre moi que vous posez. En tout cas, Manon, je pense que tu nous as aussi convaincus que l'utilisation d'une application reste dans notre philosophie du maintien du lien, d'être connecté. Et tu parlais des études qualitatives. Eh bien, je pense qu'on y est peut-être moins habitué en recherche, en psychiatrie fondamentale. Et là, tu apportes aussi un éclairage sur les résultats quantitatifs. On se dit, mais pourquoi finalement ça chute au bout de
de 2 mois. On se dit pourquoi c'est utilisé de cette façon. Et le fait de rencontrer ces personnes sur des entretiens semi-directifs, d'avoir leur verbatim, ça nous apporte aussi une belle illustration de l'utilisation, de l'intérêt de ces nouvelles applications et en tout cas du numérique.